Allez, on est dans notre série Dépendance aux technologies américaines. Peut-on en sortir? On s'intéresse aujourd'hui, deuxième épisode, à la santé. On va parler avec nous aujourd'hui Christophe Le Sur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Cloud Temple, entreprise française du cloud. Vous êtes aussi hébergeur de données de santé, HDS, oui. Pour dire vite. Mais comme tous les autres fournisseurs cloud français, vous n'avez pas été retenu pour le Health Data Hub, ni pour le nouveau projet EMC2, puisque c'est Microsoft qui a remporté la mise à nouveau. On va en parler notamment de cela. À côté de vous, Steve Pascolo est avec nous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Immunologiste, pionnier en ARM messager. On avait beaucoup expliqué ici sur ce plateau en quoi cela consistait. Vous êtes professeur docteur à l'hôpital universitaire de Zurich. Vous avez mis en place une plateforme académique d'ARN-M. Alors, le monde a découvert donc ces vaccins ARN messagers au moment de la crise Covid. Je dirais qu'on a en même temps mesuré le niveau de dépendance, finalement, de la France aux Américains, puisque pour aller se vacciner, on courait tous derrière ce vaccin Pfizer. Alors, c'est vrai pas un vaccin Pfizer. C'est vrai que j'ai appris avec vous qu'il fallait dire Biotech and Pfizer, puisque finalement, Pfizer était le distributeur. Uniquement. Disons que mais est-ce qu'on aurait pu faire sans ce distributeur américain? Oui, mais ça aurait pris plus de temps parce qu'en Europe, pour faire les essais cliniques, les autorités prennent plus de temps. Donald Trump, pendant la pandémie, a mis en place l'opération Warp Speed pour que les essais cliniques se fassent rapidement. Donc ce vaccin BioNTech, développé à BioNTech en Allemagne, à Mayence, testé au départ à BioNTech en Allemagne, à Mayence. Pfizer n'avait pas la technologie ARN, donc c'est vraiment BioNTech qui a vraiment fait le design, la production, la formulation et les premiers tests de différents vaccins ARN pendant la pandémie. Et ensuite, pour pouvoir aller vite, ils ont demandé à Pfizer de faire les essais cliniques aux États-Unis. Parce qu'avec l'administration Trump et l'opération Warp Speed, c'est allé vite, c'est allé en 6 mois. S'ils étaient restés en Europe et qu'ils avaient fait les essais phase 2, phase 3 en Europe, ça aurait pris au moins 1 an et demi. Ce n'est pas un problème de technologie, c'est un problème de nos autorités sanitaires qui auraient demandé beaucoup de choses, qui seraient allées plus lentement, alors que l'administration Trump a dit à la FDA, vous travaillez 24 heures sur 24, on sélectionne plusieurs vaccins, on va vite. Et donc, c'est pour ça que BioNTech a fait appel à Pfizer et que maintenant, malheureusement, on a l'impression que c'est un vaccin américain. C'est un vaccin européen de Mayence, d'Allemagne, basé sur les technologies de BioNTech, qui est une compagnie qui a été créée en 2008, dont les fondateurs avaient commencé dès les années 2000 à travailler sur l'ARN messager. Moi, j'ai commencé en 1998, donc on était dans les pionniers, on était un petit groupe en Europe. Et donc, sur leur technologie, sur leurs connaissances et sur les possibilités de production de BioNTech, ils ont commencé donc ces vaccins et ensuite ça a dévié vers les États-Unis grâce à l'administration Trump. Mais donc on a tout ici en Europe pour le faire. Voilà, ça rappelle ce qu'on entend beaucoup. On a les cerveaux, on a les talents, on a les technologies et les infrastructures. Mais la force de frappe, à un moment, elle nous échappe. La rapidité. Oui, la rapidité. Au niveau des administrations. Et qu'est-ce qu'il en est des thérapies? Parce que l'ARN messager, ce n'est pas uniquement pour nous éviter d'attraper le Covid. Qu'est-ce qu'il en est des thérapies avec l'ARN messager? Est-ce que là, aussi, l'Europe gagne en avance et reste une puissance technologique? BioNTech est encore en pointe, donc sur les vaccins anti-cancer, mais effectivement Moderna va très vite aux États-Unis et justement est peut-être aidé par l'environnement américain qui va plus vite. Oui. Donc c'est pas, là on parle à nouveau pas de technologie, c'est-à-dire que les mêmes technologies existent à Moderna aux États-Unis, à BioNTech en Allemagne, mais Moderna va peut-être aller plus vite parce que les administrations, la FDA, ne prend pas autant de temps, disons, que les administrations européennes. Puis, ils ont accès à des fonds aussi. Et maintenant que tout le monde a compris ce que c'était qu'un vaccin ARN, investir dans les... Ce que j'allais dire, en Europe aussi, maintenant, on a compris quand même. BioNTech a des fonds, donc CureVac aussi. Et c'est une histoire de politique industrielle? Plutôt de politique sanitaire, de réglementation? De réglementation, du fait que ici, les gens veulent peut-être se protéger dans les administrations de santé. Ils vont essayer d'avoir des dossiers béton pour qu'on viennent pas peut-être leur reprocher plus tard, tiens, il y a eu un problème, des effets secondaires, etc. Moins de prise de risque, voilà, exactement. Donc, du coup, ils demandent un peu, on le voit sur certains essais cliniques qu'on veut mettre en place, parfois on nous demande de faire des manips que je trouve d'ailleurs non éthiques chez les singes, que je réprouve, et les autorités essayent d'avoir le plus de précliniques possible ici, en Europe, pour se protéger un peu, et quitte à demander des choses inutiles, ils vont en demander plus, et je pense qu'il faut réformer ça, avoir des gens qui sont un peu plus pragmatiques, plus rapides, qui demandent peut-être moins
avant qu'on puisse aller en clinique, de façon à ce qu'on puisse aller plus rapidement en clinique. Et donc là, ça nous permettrait d'avoir un avantage compétitif. On a les technologies, on a les cerveaux, on a les infrastructures, mais si derrière on nous met un boulet au pied parce qu'on nous demande un peu la quadrature du cercle avant d'aller en clinique. Oui. Mais là, ce que j'entends, c'est que 4 ans plus tard, on en est quand même encore toujours à vouloir faire bouger ces lignes. Alors, je voulais aussi qu'on continue à voir pourquoi ça coince sur la fourniture de services d'hébergement cloud dans la santé. Pourquoi on se fait à chaque fois retoquer ? Il y a plusieurs sujets à ça. Le sujet de la santé est vaste. Moi, c'est un sujet qui me touche, puisqu'à titre personnel, j'ai eu la chance, il y a quelques années, de diriger la production d'un groupe hospitalier du point de vue informatique. Donc je vois bien, en fait, par toutes les étapes dans lesquelles ils sont passés, il faut se souvenir que début des années 2000, la santé était surtout vue comme un centre de coûts, qu'il y avait trop de liberté qui était donnée aux médecins et que, in fine, un petit peu d'administration dans tout ça permettrait d'y voir plus clair. La vérité, c'est que le sujet est pas là. Alors, sur les points pour revenir au Health Data Hub et au projet européen où finalement Microsoft a été conforté dans sa position de fournisseur de cloud incontournable. Alors que vous avez spécifié que vous étiez à un niveau de conformité qui était très élevé, vous auriez pu prétendre à un moment justement à récupérer ce marché. Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que le Health Data Hub s'est construit aussi pour partager de la donnée au niveau européen en répondant à des appels d'offres européens. Et donc, eux ont été très vite, pour aller très vite, ils ont utilisé des technologies américaines qui étaient disponibles et qui leur permettaient at scale de pouvoir délivrer la réponse qui était attendue à l'appel d'offres européen. Donc vous dites à l'époque qu'il n'y avait pas de solution. Il est vrai que quand le Health Data Hub s'est créé, les fournisseurs d'infrastructures et notamment ce qui garantit aujourd'hui au monde de la santé le haut niveau de protection et de sécurité que l'on a, c'est principalement la qualification Secnum Cloud. Et mes confrères et moi, à cet instant, n'avions pas l'équivalent des technologies nécessaires au Health Data Hub. C'est pas ce que disait OVH Cloud. À l'époque, ils ont été quand même pris par surprise par cette décision, finalement, en constatant qu'ils n'avaient pas été... Ils n'avaient pas été dans un appel d'offres, il n'y a pas eu d'appel d'offres de toute façon, ils n'avaient pas été consultés. Voilà. Je ne jette pas la pierre au Health Data Hub parce qu'ils ont dû aller très vite. Mais aujourd'hui, là on parle... Aujourd'hui, mes confrères et moi, avec les travaux que nous avons menés avec l'ANSSI et avec la DINUM, nous avons un package de services qui répond aux besoins du Health Data Hub, en termes de stockage de données, en termes de cryptographie, en termes de capacité à scaler, c'est-à-dire à pouvoir rapidement délivrer la puissance de calcul nécessaire, en termes de capacité à fournir la puissance de calcul, notamment pour les intelligences artificielles. Ça, aujourd'hui, c'est acquis, et c'est acquis avec un tiers de confiance. Ça coince où ? Principalement, il y a un moment, il y a une décision à prendre. La décision à prendre, c'est de rechallenger les systèmes qui ont été mis en place. C'est aussi un budget. C'est du temps. Il faut aligner à la fois les décisions au niveau gouvernement ici, c'est-à-dire prendre la décision politique de on shift, aligner au niveau européen qui a besoin de partager ces données dans le respect notamment des appels d'offres qui ont été faits. Donc, comme disait Steve, il y avait beaucoup de paperasse et une décision politique. Principalement. Ouais. Alors, Steve nous dit, en fait, aujourd'hui, on a un boulet au pied, c'est toute cette partie réglementaire, administrative. Est-ce que vous pensez la même chose au niveau... parce que là, dans le domaine du cloud, en matière de réglementation, on est en train d'alourdir la charge. Non, je pense pas. Le Secnum Cloud, je ne sais plus avec qui j'en avais parlé, il m'avait dit que c'était quand même 2 ans minimum pour obtenir la conformité, vous confirmez ? Tout à fait. Voilà, et un budget considérable. C'est important de l'expliciter pour nos auditeurs. Ouais. Secnum Cloud est une qualification. Ça veut dire que l'ANSSI s'engage sur le fait que les prestataires de services qui sont qualifiés répondent à un certain nombre de critères. S'engage annuellement. Et donc vérifie annuellement. Donc le premier rapport de Secnum Cloud, qui est un nom qui ne parle pas forcément à nos auditeurs, c'est la confiance. Et là, dans le monde de la santé, on a besoin de cette confiance-là. Notamment, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette confiance-là ? Pour pouvoir accéder à la donnée médicale. Et accéder à la donnée médicale, ça veut dire principalement que les citoyens sont prêts à partager cette donnée médicale et que les États sont prêts à organiser ce partage. Donc vous dites on manque pas, enfin c'est pas un problème aujourd'hui cette réglementation très exigeante au niveau français qui n'est pas encore même reprise. Non, et je pense même que ça va devenir un standard de fait.
Il n'y a qu'à voir les annonces en fait des différents. Il y a eu à peu près une dizaine d'annonces sur le fait que l'écosystème souhaitait s'engager dans cette qualification-là. La géopolitique mondiale aidant, je pense que l'Europe prend conscience de cette nécessité. Et puis surtout, réellement, on fait plus de business chez Cloud Temple avec le monde du privé que le monde du public sur cette qualification, ce qui est un petit peu étonnant quand même. Oui. Pourquoi est-ce que des gens du monde du privé qui ne sont pas, eux, soumis à cette réglementation-là, investissent dedans, à contrario, le public est un peu plus réticent. Pour une simple raison, c'est la notion de confiance. Quand vous expliquez à un industriel qui fait des produits laitiers ou qui produit de l'armement que votre service est plus sécurisé qu'un autre, tout ça c'est du débat d'experts. C'est compliqué en fait d'appréhender ça quand votre métier c'est la logistique et des camions remplis à 4h du matin pour pouvoir partir et livrer vos clients. En revanche, quand vous avez un tiers de confiance qui s'appelle l'ANSSI, qui vous dit voilà l'intégralité des préconisations que j'ai données qui font référence aujourd'hui au niveau européen, ces prestataires-là y répondent, vous avez un tiers de confiance qui annuellement vérifie et donc vous avez toute la chaîne de décision côté client qui est rassurée en partant en fait de la direction générale. Donc ça ne devrait pas bloquer au niveau des administrations et des offres de marché publics. Normalement, ça ne devrait pas bloquer. Je pense qu'il y a une dimension politique, une volonté politique. Et c'est un petit peu ce qu'illustrait Steve sur la période des vaccins ARN. Il y a eu une décision politique très forte aux États-Unis, ça a été vite. Il faut qu'au niveau européen, il y ait une décision politique qui soit très forte. J'ai tendance à penser que le contexte y est favorable, de manière à ce que cette impulsion soit donnée. Les outils que vous utilisez, vous, au quotidien, les outils numériques, les logiciels que vous utilisez, ils viennent d'où ? Beaucoup des États-Unis, justement. Oui. Donc, au niveau, par exemple, des databases, pour voir les articles, les brevets. Alors, pour les brevets européens, on a une database européenne, mais c'est vrai qu'on utilise quand même beaucoup, comme PubMed, de centres d'information qui sont situés aux États-Unis. Les publications, les magazines sont beaucoup aussi américains, les magazines les plus prestigieux. Donc, on essaie de publier dans ces magazines américains qui peuvent aussi avoir un biais parfois sur ce qu'ils publient, ce qu'ils ne publient pas. Donc, il y a assez peu, je crois, de magazines, disons, européens très prestigieux. Il y en a, mais ils sont un petit peu en dessous au niveau de leur impact, ce qu'on appelle un facteur d'impact. Donc, c'est vrai qu'au niveau des informations scientifiques, si demain les États-Unis nous coupaient la possibilité d'avoir accès à, disons, à leurs médias et à leurs centres d'information, on aurait un petit délai, je pense, pour pouvoir remplir le... Mais ce ne serait pas impossible. Ah, ce ne serait pas du tout... Rien n'était possible. Mais simplement, on aurait... Alors, en revanche, en matière logicielle, je veux dire que si on rentre en profondeur dans les outils qui sont utilisés aujourd'hui dans les hôpitaux, dans la recherche... On est massivement européen. Oui. Ouais. Même nous, pour les analyses de séquences, pour les analyses de data, on utilise beaucoup quand même des outils développés, même parfois en Finlande, dans les pays européens. Donc, on est fort. Oui. Et dans les hôpitaux français aussi. Oui, tout à fait. Vous prenez par exemple Software Medical, qui est une boîte française, Dedalus, notamment avec toute leur suite, DX Pharma, DX Lab, qui est maintenant une société italienne. Donc, dans le monde du software, et on a eu cette chance d'avoir, alors pour un coup que ça nous aide, une réglementation suffisamment contraignante pour faire que quand vous n'êtes pas un acteur français ou un acteur européen, le retour sur investissement n'est pas évident. Donc du coup, on a une présence très forte sur le monde du software et même sur le monde du hardware en imagerie médicale. Vous avez Philips, qui est un néerlandais qui est extrêmement présent. Vous avez Siemens, qui est un allemand aussi. Donc on a tout ce qu'il faut pour pouvoir en fait avoir cette souveraineté au moins sur les logiciels et les matériels. Donc vous nous dites finalement en matière d'indépendance technologique dans la santé, il n'y a pas de gros sujet d'inquiétude, excepté sur les nouveaux défis autour de l'IA, de l'intelligence artificielle, la gestion des données de santé. Même. Ah, vous êtes confiant là-dessus ? Ouais. L'intelligence artificielle, elle a besoin de quoi pour pouvoir être performante ? Elle a besoin de données et d'entraînement. Le marché européen, de liberté. On n'a pas forcément. Alors, le marché sur la donnée en elle-même, le marché européen est quand même relativement important. On est bien outillé, c'est bien organisé. Alors, on a énormément de données. Ça, donc, on a des données. Ça, c'est sûr. Après, on retombe sur la volonté politique et le choix du politique de que voulons-nous pour la France et plus généralement en Europe. Est-ce qu'on continue, et c'est un choix de société in fine, est-ce qu'on continue en fait à être suiveur sur le soft power américain ou on décide qu'il y a un soft power européen
et que maintenant, et c'est réellement une décision politique, une décision des peuples, et on décide d'investir fortement. C'est pas forcément des montants financiers importants. On estime aujourd'hui à peu près qu'il faudrait, par établissement financier, aller autour de 2 millions pour mettre à niveau l'IT sur les services essentiels au niveau des centres hospitaliers. Vous avez à peu près 3000 centres hospitaliers ou participants aux services hospitaliers cliniques en France. On parle de quoi? On parle de 10 milliards. Alors c'est vrai que pour nos auditeurs, on va dire, attendez, monsieur, sur 10 milliards... En ce moment, ouais, c'est un peu tendu. Ouais, mais 10 milliards à l'échelle de tout ce qu'on dépense à côté, par exemple, dans l'armement ou... Alors ça, chacun défend ses précarés, vous savez, Christophe. Oui, mais quelle société voulons-nous? La question, elle est là, et c'est pour ça en fait qu'on revient un petit peu sur le cœur de l'échange que l'on a. Mais moi, ce que c'est une j'entends décision aussi, politique. il y a la décision politique, Oui. l'investissement, il faut libérer les énergies, il faut aussi permettre d'avancer plus vite sur les travaux de recherche en matière de santé, parce que les Américains, là, ils sont au taquet. Et je pense notamment aux big tech également, qui attendent de récupérer tous ces trésors de données de santé. Et vous voyez vraiment, moi j'ai cofondé CureVac en 2000, donc CureVac était la première compagnie au monde qui fait des vaccins ARN. En 2000, on était pionniers. BioNTech, c'est 2008, Moderna, c'est 2010. Donc les Américains étaient derniers dans la course et finalement deviennent les premiers parce que voilà, ils ont effectivement des gros investissements, de l'aide, de la rapidité et la liberté. Mais ici, quand même, il faut dire, on a vraiment des gens très motivés et très forts. Maintenant, il faut aussi prendre dans l'image la Chine, dans mon domaine, les vaccins ARN, etc. La Chine, Singapour, la Corée du Sud sont des nouveaux venus dans ces technologies très forts. Ils viennent en force. Et donc maintenant, on a aussi à l'Est beaucoup de technologies, de nouveautés, d'intelligence, de nouveaux outils et de nouveaux traitements qui arrivent. Merci beaucoup, c'est terminé. Merci à Steve Pascolo d'avoir été avec nous, professeur docteur à l'hôpital universitaire de Zurich, et Christophe Le Sur, directeur général de Claude Temple. Merci beaucoup.